On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de notre série Parlons Jeux et aujourd'hui on va parler de The Legend of Zelda Link's Awakening. The Legend of Zelda Link's Awakening, premier jeu Zelda sorti sur console portable, et oui c'est le premier sur Game Boy. Il est sorti le 6 juin 1993 au Japon et en décembre 1993 en Europe. C'est un jeu que j'ai fini le 6 juin 2022, donc ouais, j'ai fini le jeu pile pour les 29 ans du jeu. Et là je me dis bordel de merde, le jeu à 29 ans ça commence à faire beaucoup, enfin il avait 29 ans quand j'ai fini, là du coup il a plus de 30 ans. Je l'ai fini en 12 heures de jeu, sachant qu'il faut en moyenne 15 heures de jeu pour finir l'histoire, d'après A Long to Beat. Pour faire un résumé sans spoiler du jeu, le jeu se passe juste après A Link to the Past. En fait Link essaie de traverser l'océan pour rejoindre de nouvelles terres, mais il est frappé par un éclair en pleine tempête et se réveille sur une île, l'île de Kokolint. Il est secouru par Marine qui l'accueille dans sa maison, et en fait le seul moyen que l'on a de sortir de cette île, c'est de faire des donjons répartis autour de l'île pour récupérer des instruments pour ensuite aller réveiller le poisson rêve qui réside dans un œuf en fait au sommet d'une montagne sur l'île. Voici l'histoire très vite fait sans rentrer dans les spoilers. Maintenant en rentrant dans les spoilers, oui je sais, je m'excuse de spoiler un jeu qui maintenant a plus de 30 ans, je suis vraiment désolé. Toute cette île se passe dans un rêve, rien n'est réel, et lorsqu'on réveille le poisson rêve, techniquement toute l'île disparaît et nous on revient à la raison au milieu de l'océan. C'est vrai que dit comme ça fait un peu basique. Ce jeu est quand même... Pour moi, ce jeu est tout en opposition. Je m'explique. Premièrement, l'histoire de ce jeu est l'histoire la plus développée à l'heure où ce jeu est sorti, c'est-à-dire que Link's Awakening a techniquement la meilleure histoire par rapport aux 3 premiers jeux Zelda, oui, même par rapport au Link to the Past, j'ose le dire. Le développement des personnages est extrêmement bien fait, c'est-à-dire c'est vivant en fait sur cette île. Toutes les interactions que l'on a avec les personnes de l'île sont bien et servent à quelque chose, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi un jeu d'échange d'objets, c'est-à-dire que vous récupérez un objet, vous donnez à quelqu'un, ce quelqu'un vous donne un objet en retour, et cet objet que vous venez de recevoir, vous devez le donner à quelqu'un d'autre sur l'île. Et en fait, c'est que des petits trucs basiques par-ci par-là, mais à la fin, si vous faites tout le chemin d'échange d'objets comme il faut, vous obtenez techniquement un item ultra pété. Mais il faut faire cette épreuve-là. Et tout au long de l'aventure, vous découvrez qu'en faisant ça, vous apprenez des personnages, et de ce point de vue-là, les personnages sont bien écrits, ils sont complets, ils ont l'air bon vivants. Mais vous avez quand même parsemé par-ci par-là au cours de l'aventure, lorsque vous faites les donjons, des petits indices sur qu'est-ce qui se passe quand vous allez réellement réveiller le poisson rêve. Entre la chouette qui fait mine de rien savoir, les créatures qui, lorsque vous êtes en train de les battre, enfin les boss, sont en mode oui bon de toute façon si tu réveilles le poisson rêve, toi aussi tu vas disparaître, ou on va tous disparaître, etc. etc. Donc de ce point de vue là, je trouve que le jeu gère assez bien ça, c'est-à-dire on t'impose une histoire, mais la finalité de cette histoire n'est peut-être pas aussi toute rose que tu l'imagines. Voilà, c'est-à-dire que tu as pour but de faire quelque chose, mais ce quelque chose va peut-être causer du tort à des personnages. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est assez ingénieux d'avoir fait un scénario comme ça. Ça me met un petit peu un double sens qui est original et que j'aime bien. Concernant les donjons en eux-mêmes, surtout l'île, surtout l'île, faut que j'en parle. On est de retour sur un Zelda classique avec une seule map, parce que dans A Link to the Past, vous avez le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Vous avez littéralement 2 cartes de la même taille. Là, on n'a qu'une seule carte qui est minuscule, mais elle est tellement bien designée que au fur et à mesure que vous faites des donjons, vous obtenez des items, et la carte s'ouvre petit à petit à vous au fur et à mesure que vous récupérez les items. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt cool. Les donjons en eux-mêmes sont beaucoup plus techniques, je trouve, que les jeux d'avant. C'est-à-dire que les jeux d'avant, c'est souvent des grandes salles, des énigmes, tout ça. Là, je vous mets quelques images. Les donjons sont vraiment en vue ultra rapprochée, et au sein d'une même pièce, vous pouvez avoir plusieurs passages qui s'entremêlent par rapport à des zones qu'il faut découvrir ou autre. Je crois qu'il y en a un qui est vraiment pas mal pour ça. C'est-à-dire que vous avez des salles, et au milieu, vous avez un espèce de chemin, en fait, où vous devez avoir toutes les clés pour le faire. Et du coup, vous avez un chemin que vous pouvez faire qu'une fois que vous avez toutes les clés, mais ce chemin, vous le voyez quasiment depuis le début parce que vous en faites le tour plusieurs fois. Je trouve que les designs des donjons sont vraiment bons. Il y a même un donjon, je crois que c'est le donjon numéro 7, la tour de l'aigle. Vous devez péter des pylônes avec une boule pour faire effondrer tout un étage pour arriver au truc du boss. Mais le truc, c'est que lorsque vous trouvez la boule, vous devez l'amener à un endroit, mais des fois pour amener la boule à un endroit, vous devez lui faire prendre un chemin et vous prendre un chemin différent. Maintenant, je vais vous dire mon avis honnête sur le jeu. Là, ce que je vous dis depuis le début, c'est tout ce que j'ai vu sur des vidéos rétrospectives que j'ai vues du jeu. Le truc, c'est qu'à l'époque, en étant 100% honnête avec vous, ce jeu ne m'a
pas beaucoup marqué. Voilà, je pense que ce qui m'a le plus impacté sur pourquoi est-ce que ce jeu ne m'a pas beaucoup marqué, c'est par rapport au graphisme. Je sais, ça peut paraître débile dit comme ça, mais je vous avoue qu'un jeu avec des graphismes entre guillemets aussi moches et surtout en noir et blanc, pour moi ça a du mal à passer. Alors là, j'en vois peut-être venir certains qui vont me dire, mais pourquoi du coup tu n'as pas fait la version DX, la version en couleur? J'aurais pu la faire, mais sachant que c'est un copier-coller exact. Alors, pas tout à fait. La version DX n'est pas un copier-coller exact de la version originale, il y a quelques petits trucs qui changent, mais ça reste 98% le même jeu à l'identique. Et je vous avouerai qu'après avoir fini Link's Awakening, j'avais pas envie de me retaper plus de 10 heures de jeu sur ce jeu, en fait, surtout en couleur. Surtout que après, enfin bien plus tard, quand j'ai fait les jeux Zelda Oracle of Season et Oracle of Ages, j'ai vite compris que c'était pas la couleur qui me manquait, mais c'était vraiment le style graphique de la Game Boy et Game Boy Color qui pour moi j'avais du mal à accrocher. Et je vous avouerai que ça me fait chier. Ça me fait chier parce que en ayant vu des vidéos rétrospectives, du coup, après coup, c'est-à-dire 1 an et demi après avoir fait le jeu, l'histoire de ce jeu a l'air vraiment touchante. Et je vous avoue que du coup, en voyant ça, j'ai très hâte de faire la version remasterisée sur Switch parce que, alors vrai de vrai, l'histoire de Link's Awakening, il y a certaines vidéos YouTube, les personnes racontent tellement bien l'histoire, avec la mise en scène et tout ce qui va avec, à deux doigts de lâcher une larme. Je vous le dis, mais vraiment, cette histoire est ultra touchante, mais du fait que les graphismes sont vraiment pas ouf, j'avais un peu de mal à accrocher. Il y avait quand même des passages qui sont touchants, je vais en dire un, tout le monde le connaît, mais c'est l'exemple le plus typique. Link, du coup, avec Marine, ils essaient un petit peu de faire connaissance, tout ça, ils passent du temps ensemble, et à un moment, les deux sont au bord de la plage, et Marine raconte qu'elle adorait être une mouette, en fait, simplement pour pouvoir voler, s'échapper de son île, pouvoir voir d'autres horizons, tout ça. À la fin du jeu, quand Link se réveille dans l'océan après avoir réveillé le poisson rêve, on aperçoit, je crois que l'un des premiers trucs qu'on aperçoit en plus, c'est une mouette qui passe. Et aussi, l'un des passages les plus touchants du jeu, c'est quand justement on discute avec le poisson rêve à la toute fin, que le poisson rêve nous dit que, en gros, alors j'ai plus les termes exacts, mais c'est certes tout ceci est un rêve, mais le rêve vit en chacun de nous. Certes ça n'existe pas, mais tout ce que t'as vécu, tu vas t'en souvenir, et de ce fait, l'île continuera de survivre. C'est un poil technique, mais dans les faits, je trouve ça incroyable. Et puis aussi, la mélodie que l'on doit jouer pour réveiller le poisson rêve est assez touchante. Maintenant, il est l'heure de passer au top 5 des musiques que j'ai le plus aimé dans ce jeu. À la 5e place, la musique de la Ghost House. En la réécoutant, et du coup avec l'histoire en tête, je dois avouer que cette musique, je la trouve assez bien et surtout assez touchante. Donc c'est pour ça que je la mets à la 5e place. À la 4e place, alors là, très important, la musique du donjon numéro 3, la Caverne. Parce que dans ce jeu, contrairement au jeu d'avant, parce que j'ai oublié de le dire, déjà ce jeu embarque une chier d'OST. Les deux premiers jeux, on était entre 5 et 10 OST. A Link to the Past, qui a des OST magnifiques, on est presque autour de 30 OST. Ce jeu, on est à plus de 40 OST. Et juste pour ça, je dois quand même saluer l'effort. Et aussi dans ce jeu, chaque donjon a un OST différent. Dans A Link to the Past, il y avait des variantes d'OST différents dans les donjons, mais c'était plus, est-ce que c'était un donjon dans le monde de la lumière ou dans le monde des ténèbres? Est-ce que c'était le dernier donjon ou pas? Là, dans Link's Awakening, chaque donjon a un thème différent. Et je dois avouer que celle du donjon 3 m'a vraiment marqué. Je trouve qu'elle instaure une ambiance, je sais pas comment la décrire, je la trouve vraiment au poil, vraiment nickel. À la 3e place, le thème de l'Overworld qui est juste mais incroyable. Puis surtout, il a une variante à un moment, c'est-à-dire que le thème commence comme tous les thèmes Zelda, puis à un moment le thème genre switch complètement d'attitude. Je le trouve juste trop bien. Et je suis vraiment content qu'ils aient innové sur ce thème par rapport aux anciens thèmes Zelda, c'est-à-dire que ça reste du Zelda, mais il y a quand même une petite touche en plus qui te montre que c'est pas tout à fait le Zelda que tu attendais. À la 2e place, Song of Awakening. Alors, celui-là, je précise parce qu'il y en a plusieurs des thèmes du poisson rêve. Alors, mais c'est le son qui est joué tout dernier moment quand justement Link parle au poisson rêve et que tout est en train de se réveiller. Voilà, donc c'est celui-là en particulier. Je le trouve vraiment sublime. Et surtout aussi, je reviens sur un point que j'avais vu dans une vidéo toujours du même youtubeur que je vous conseille depuis que je fais ces vidéos sur les jeux Zelda notamment, de Octorok Review. Il a fait 2 vidéos, celle sur Link to the Past qui fait 1h43, qui est ultra détaillée, qui est incroyable, et il en a fait une sur Link's Awakening qui fait 1h53, mais qui est pareil, qui est tout aussi incroyable, et qui expliquait aussi, ce jeu instaure une histoire et une connexion avec les personnages qui est folle, et quoi de mieux à la fin que pour briser justement ce rêve, de vous dire que ça y est, vous quittez le rêve, c'est que pendant que le poisson rêve se réveille, on vous montre des plans d'un peu toute l'île en train de disparaître. Tous les endroits où vous avez pu parler des personnages, tout en fait
fondu en blanc, ça disparaît. Et je dois avouer qu'effectivement, pour marquer vraiment une déconnexion avec l'île, pour montrer que ça y est, tout est en train de disparaître techniquement, je trouve que c'est assez fort et c'est assez énervé aussi comme façon de le faire, mais très ingénieux. Et enfin, à la première place des musiques que j'ai le plus aimé dans ce jeu, alors je sais pas si je vais bien le prononcer, mais c'est la musique du Mont Tamaranch Taltal Hate. C'est tout simplement la musique qui se joue lorsque vous êtes en fait sur la montagne du jeu, la montagne là où il y a l'œuf du poisson rêve. Je trouve ce thème juste incroyable, il est juste complètement dingue ce thème, j'en suis complètement fan, je trouve qu'ils ont fait un son de fou. Ça reste dans un thème d'un jeu Zelda, mais à part, c'est totalement un truc nouveau. Les mecs sont arrivés, ils ont pondu un petit chef-d'œuvre et vraiment je trouve ce thème incroyable. Il y a plein d'autres thèmes que j'ai trouvé bien, mais en tout cas dans mon top 5, c'est ceux-là que je choisis et vraiment celui du Mont Tamaranch ou Tamarak, je sais pas comment on dit, je le trouve sublime. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, je le trouve juste complètement sublime. Maintenant, il est l'heure de classer ce jeu. Et alors, quelle place va prendre ce jeu dans mon classement personnel? Je vous avouerai que c'est très compliqué de classer ce jeu. Dans ma mémoire, quand j'y avais joué, j'avais pas non plus passé un super moment. J'aurais envie de le mettre assez bas dans le classement. Mais en le revoyant, je dois quand même reconnaître que le jeu a des qualités. Enfin, je ne peux pas le dénier, le jeu a des qualités. Le truc, c'est que c'est des qualités qui, à l'époque, n'ont pas marqué quand j'y ai joué. Et vu que c'est censé être un classement personnel, c'est techniquement un classement juste sur mon ressenti quand j'ai fait le jeu, il va pas prendre des places très haut dans mon classement. Mais toutefois, déjà je vais le mettre au-dessus du premier The Legend of Zelda, ça c'est sûr, parce que déjà le jeu est un petit peu plus complet, mais pas tout à fait vers le haut. Je pense que ce jeu va prendre la 6ème place, voilà, je le mets à peu près au milieu, donc c'est-à-dire au-dessus des deux premiers Super Mario Bros, mais quand même un cran en dessous de Super Mario Land 2, un cran en dessous de Super Mario Bros 3, parce que globalement quand je suis en train de réfléchir, ouais, à partir de Super Mario Land 2 et tout ce qu'il y a au-dessus, c'est vraiment des jeux sur lesquels j'avais passé un bon moment. Link's Awakening fait un peu un entre-deux, on va dire, c'est-à-dire qu'il se classe un petit peu au milieu. Donc voilà, je pense que la 6ème place, dans mon classement personnel actuellement, c'est peut-être la meilleure place. Bien, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc Link's Awakening, un jeu où je suis complètement partagé parce que comme je vous dis à l'époque il ne m'a pas marqué, mais en voyant la vidéo, le jeu a quand même des qualités. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de ce jeu. Je serais curieux de savoir si vous l'avez apprécié ou pas. Cette vidéo est de nouveau en face caméra, pas comme l'épisode d'avant, mais comme je vous l'avais dit dans l'épisode 7 sur Link to the Past, je ferai les épisodes uniquement sur des gameplays de jeux que lorsque c'est des jeux qui me marquent vraiment. Là, ce jeu ne m'a pas vraiment marqué, donc c'est pour ça que je suis de retour en face caméra. Bon bah écoutez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, le toin habituel, et moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut!